Ok. On est de retour. Deuxième épisode. Du coup, troisième épisode en l'occurrence. Mais deuxième épisode en réalité. On est ici, posé de nouveau au studio, avec mon très cher Amadou. Yes, sir. Mon co-host. Mais cette fois, on n'est pas tout seul. On a un invité. Un invité qui m'est très cher. De marque. Un invité avec qui j'ai tout fait et d'ailleurs à qui appartient le studio. Merci, un shout out to you, viens. Avec grand plaisir. Et Bonsoir. Voilà. Donc, Viam Firouz Zabadi, entrepreneur lausannois. Franchement, ça fait un moment que tu fais ça. Hein. Ça fait un moment que tu entreprends des choses. C'est la première fois qu'on me présente en mode entrepreneur lausannois. Ouais, mais c'est comme ça, je pense que c'est vraiment. C'est ce que on est spécifique, nous, on fait des recherches. Ouais. Ça fait un moment on se connaît, je crois que je sais un petit peu ce que tu fais, tu vois. On se connaît vite fait. Hein. Ouais, vite fait. Quelques années, je crois. Vite fait. Ouais, vite fait. Et du coup, là, en gros, on vous a ramené cet hôte, cet invité, et on va lui poser quelques questions, on va le mettre un peu sur le grill, on va regarder un petit peu s'il est aussi chaud qu'il le dit qu'il est. Mm-hmm. Ah, ça va faire des barbecues et tout. Tu connais. Sur le grill comme ça. Bien sûr. Magnifique. Avec la sauce et tout. Ouais. On est là pour ça. J'ai une sauce chimichurri, mon pote. Tu mets ça sur la viande, c'est nickel. Au cas où on n'est pas ici pour parler de bouffe. Hein. Non. Mais voilà. Mais on va parler de bouffe. Non, on va pas parler de bouffe. Sûr. Non, on va pas parler de bouffe. Ok. Après, du coup, en gros, tu vas bien. Je pense que c'est déjà. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ouais. Sincèrement. Après cette période de Covid, tu vois. J'ai envie de rigoler avec vous, les gars. Ah, c'est bien. Ça commence bien. Rien pour ça, tu vois. On va bien se marrer. C'est parfait. Vous n'êtes pas prêts. C'est parfait. C'est cool. On souhaite que ça. Là, je sais, Elias, il est en train de se dire oh là là, je vais devoir le cadrer, le gars. on va devoir lui poser des questions à la base. J'allais laisser un petit peu le truc caille en roue libre, tu vois. J'étais un petit peu en mode, ok, on va essayer. Tu sais quoi, non? On va poser des questions spécifiques, on va attendre des réponses spécifiques. Si tu me laisses en roue libre, c'est moi qui vais vous faire le podcast. Hein. Ouais, justement. Je vais vous poser des questions et tout. C'est pas l'objectif. Non. L'objectif, c'est justement qu'on apprenne à te connaître toi, pas nous. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie, monsieur Viam? Alors, bonsoir à tous, rebonsoir, bonjour. Je m'appelle Viam. Comme Yam Yam, mais avec un W. Ah, tu l'as fait quand même, la blague. Donc, sûr. on est quand même, il y a quand même un peu de roue libre, c'est bien ça. Non, alors, qu'est-ce que je fais? Alors, en résumé rapide, disons, j'ai une agence de communication digitale où on fait vraiment tout ce qui est campagne de pub sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, etc. Et on fait tout ce qui est création de contenu. Vraiment, la création de contenu, c'est spécialisé vraiment pour le digital. Donc, que ça soit vidéo, photo, etc. Donc, pas d'affiches. Non, disons, voilà, c'est des métiers, c'est des choses qu'on peut faire, mais c'est pas ce qu'on propose. Donc, nous, on est vraiment spécialisé dans le digital. J'ai une expertise, disons, dans tout ce qui est influenceur. Et ce qui est cool, c'est que j'ai 3 casquettes, en fait. On fait des campagnes d'influenceurs pour les entreprises et pour les marques. Mais je suis aussi manager d'influenceurs, dont monsieur Elias Nito ici présent. D'ailleurs, c'est le premier influenceur que j'ai signé. Il faut savoir d'ailleurs pour l'anecdote que en 2016, on racontera cette histoire après coup, mais en fait on s'est rencontrés à Londres. Mais en 2016, en fait, moi j'ai vu son compte, puis il avait 900 followers. Donc imaginez-vous, hein, là il a 30 000 et quelques. Il avait 900 followers et je vois son compte et tout, puis je lui dis mais mec, t'arrives à faire 120 likes avec 900 followers et tu mets pas d'hashtag. Il faut savoir que je faisais pas grand chose sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Genre, j'avais aucune idée. Déjà qu'on pouvait gagner sa vie avec. Moi, je pensais que c'était juste pour avoir des amis et puis, tu sais, échanger un petit peu tes souvenirs, etc. Et ça s'arrêtait là. Ma connaissance des réseaux sociaux s'arrêtait là. Bon, après, on était en 2016 aussi, tu vois, donc on était un peu aux prémices, tu vois. Bien sûr. Mais il y avait des gens qui étaient déjà dedans, je veux dire. Il y avait des gens déjà qui étaient bons dedans, tu vois. Déjà en 2016, la monétisation avait commencé. Oui. Bien sûr, oui. Aux États-Unis, il y avait déjà. En fait, dis-toi qu'aux États-Unis, il y avait déjà les Viners. Ah oui. Et ils gagnaient de l'argent avec Vine? Ouais. Ok. Vine, les gars, pour 6 secondes, ils facturaient $25 000, mec. Pour une vidéo de 6 secondes. On fallait vraiment être un gros Viner. Oui, alors. bien sûr. Ouais, mais dans tous les cas, il y avait un business qui était en train de se former, tu vois. Et même Instagram, il y avait déjà des gens. Ok. T'avais déjà des Christina Bazan, des Chiara Ferragni. Il y avait beaucoup de blogueuses. T'avais déjà. À ce moment-là, tu vois. Donc, ok. Ouais. Mais c'est un univers qui n'était pas forcément connu au grand public comme il l'est aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, c'est développé un peu moins. En fait, ce qu'il faut dire, il n'y avait pas encore de campagne d'influenceurs en Suisse. Très peu, disons. Bref, et puis c'est là que je lui dis, mais mec, viens, je te manage, et puis on avance les deux ensemble, et puis on regarde ce que ça donne, quoi. Moi, j'ai cette expérience de management parce que j'ai une autre vie avant. J'ai une vie dans la musique.
Intéressant. On veut tout savoir. On est là pour ça. Prends ton temps. Là, on retourne en arrière. Oh, là, Prends ton temps. Là, on va loin en arrière. Ouais, mais c'est cool. Les gens vont enfin découvrir un petit peu ce que tu as fait avant d'être entrepreneur lausannois. Exactement. Parce qu'au final, il faut aussi dire une chose. Ouais. On ne devient pas forcément entrepreneur. Je pense que tu peux confirmer. Alors, c'est la question que beaucoup de gens me posent et que je réponds toujours la même chose. C'est que les gens me demandent si j'ai toujours voulu être entrepreneur. Mhm. Et souvent, parce qu'il y a finalement, il y a beaucoup de gens qui finalement veulent devenir entrepreneurs ou autres. Et moi, je dis aux gens, les gars, frérot, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Hein. Moi, il n'y a aucun moment où je me suis dit, j'ai envie d'avoir ma boîte, j'ai envie de faire ça et je vais faire en sorte d'y arriver. Ok. Moi, disons, c'est la vie qui m'a mis ce chemin-là et il m'a dit, frérot, tu vas faire ça. Et ça, je raconterai, disons, par la suite. Mais pour revenir au monde de la musique, ça date de 2010, disons. On est en 2010, 2009-2010, si je ne me trompe pas. Il faut savoir qu'à l'époque, justement, mon cousin avait débuté une société qui s'appelait Aprod, qui s'appelle toujours Aprod, parce que ça existe déjà, on faisait du booking d'artistes. Et en fait, c'est de là où le booking d'artistes, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on travaillait beaucoup dans l'EDM, donc beaucoup plus avec des DJ. Okay. Et en fait, lui, il a commencé à faire son bout de chemin dans ce milieu-là. Puis en fait, on a commencé à travailler avec des agences de booking à Amsterdam. Et en fait, moi, j'étais son bras droit. Vraiment. Juste pour que je comprenne un petit peu, la boîte, elle se situe en Suisse. On se situe où ? En Suisse, on est en Suisse à Lausanne. À Lausanne, ouais. D'accord. Exactement. Okay. Et en gros, en résumé rapide, la boîte, si tu voulais booker un DJ en Suisse, parce qu'on avait certaines exclusivités, tu étais obligé de passer par nous. Donc, disons, une boîte de nuit. Comme le MAD, par exemple. Comme le MAD ou d'autres boîtes de nuit ou des festivals, comme, disons, Rocco's Arène ou d'autres, ou même peu importe, étaient obligés de passer par nous pour pouvoir, en fin de compte, booker le DJ pour leur événement. Et il s'avère que, nous, moi, j'ai commencé là-dedans. Et c'est là, en fait, on avait des artistes locaux, des Suisses, disons, où on faisait un peu de management. Nous, on a commencé à manager ces artistes-là. Parce qu'en fait, nous, les exclusivités qu'on avait, on avait 2-3 artistes vite fait. Bon, c'était pas nos artistes, mais disons, on avait l'exclu. On avait du Hardwell, du Avicii, du Quentin Mosiman, Afrojack. Bref, c'était vraiment beaucoup de gros DJ de l'EDM de l'époque sur la scène électro. Il faut savoir qu'Hardwell, c'était le DJ numéro 1 à un moment donné, dans le top 100 DJ Mag. Donc, c'est de là que vient mon expérience, disons, dans le management, ouais. Okay. Et disons, j'ai côtoyé tous ces DJ parce qu'en fait, je m'occupais beaucoup de la logistique. Donc, on devait aller les chercher à l'aéroport, les amener à l'hôtel. Souvent, on mangeait avec eux. Après, on devait les amener en boîte, être en boîte avec eux, s'occuper d'eux pendant qu'ils sont dans la boîte ou au festival, les ramener à l'hôtel, puis après les ramener à l'aéroport. Et du coup, en fait, c'est là aussi où j'ai changé ma vision de comment je voyais les gens célèbres, les gens connus. Okay. Parce qu'en fait, souvent, on idolâtre les gens, les Brad Pitt, les célébrités, disons. On est là, puis souvent, on se dit, ouais, si je le rencontre, c'est une star, quoi. Genre, t'es un peu intimidé. Sous pression, quoi. Ouais, t'es un peu intimidé et tout. Et c'est vrai que, moi, en fait, à un moment donné, à force de côtoyer des gens qui sont quand même célèbres à travers le monde entier, puis toi, t'es peinard avec lui en train de bouffer à l'hôtel et tu parles comme si de rien n'était. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, mais en fait, les gars, ils sont comme toi et moi. Hein. Okay. Ils vont aux toilettes, genre, ils font... Non, mais c'est vrai. Ça a démystifié la chose. En fait, tu te rends compte, en fait, c'est des gars comme toi et moi, c'est juste qu'ils sont connus, c'est tout. Je vais pas citer de nom, mais c'est vrai qu'il y en a, tu vois, et puis en fait, tu te dis, en fait, il y en a, ils sont cool, mais il y en a, ils sont pas cool du tout. Puis en fait, tu te dis, mais en fait, il n'y a rien à idolâtrer, en fait. Tu peux prendre comme exemple où tu peux aimer qui ils sont, mais en fait, le fait qu'ils soient connus ou pas, en fait, ça devrait rien changer en réalité. Ça change, en fait. Et je te dirais, maintenant, en fait, je suis à un stade où, je sais pas, je pourrais rencontrer Barack Obama maintenant, boire un café. Disons, oui, je serais content de discuter avec lui parce que je suis sûr que tu peux apprendre une chier de trucs. J'ai une question vite fait, rien à voir. Qui est-ce que tu voudrais rencontrer maintenant, genre, si tu veux choisir une personne et t'es là, genre, ok, cette personne-là, j'ai envie de la rencontrer, tu dois choisir un nom, c'est qui que t'as envie de rencontrer ? Sur la planète entière, tu peux choisir n'importe qui, mort ou vivant.
Oula. Comme ça, non, mais parce que. Oh, je suis pas non, prêt. parce Hein. qu'il était là, il était trop C'est serein. le grill, mon gars, c'est le grill. Oui, il était trop serein, il était trop. Ah, je suis trop à l'aise et tout. Ouais, tu je vois. parlais beaucoup. Hein. Ah, mais oui, il était bien. Mais du coup, je me suis dit, allez, on essaie d'un petit peu de tirer des informations. Et Franchement, alors en vrai, quand on était à Londres, d'ailleurs, je suis allé à la conférence du Dalai Lama. C'était intéressant. Je sais pas si avoir une discussion juste avec le Dalai Lama, mais en mode, ouais, tu bois le café avec lui, tu discutes avec lui. Je pense que ça peut être cool, en fait. Sinon, comme ça... C'est déjà une très bonne réponse. Hein. Ouais. Dalai Lama, frérot. Ouais. En fait, je pense sincèrement, que... tu peux prendre Dalai Lama sans souci. Hein. Je me suis rendu compte que j'essaye de beaucoup d'apprendre de l'expérience des gens. Bah, c'est important. Et je me dis, lui, en plus, il a cet aspect spiritualité et tout. Et tu sais que lui, il est à un autre niveau. Tu vois, genre disons, des Tony Robbins, des Gary Vee, des gars dans le développement personnel et tout. Ils sont à un certain niveau, mais tu dis que lui, il est encore plus haut. Je pense que je chercherais chez lui, c'est l'apaisement. Tu sais, c'est, enfin, gros, mec, la paix intérieure, quoi. Comment tu peux, en fait, être dans cette vie en mode apaisé? Genre, pas de problème. Ce qui se passe dans le futur, en fait, tu t'en fous, tu te laisses aller, tu sais? Ça peut être cool, ouais. C'est une très bonne réponse. Dalai Lama. Sacré personnage, hein. Ouais. En plus, il est cool. En plus, si tu regardes des vidéos sur YouTube, des fois, il fait des blagues et tout. En fait, il est plus chill. Il est, plus, disons, moins aussi sérieux que tu penses que les gens en backstage, le gars, il fait des blagues et tout. Pour revenir justement à ce que je disais, c'est que j'ai ces triples casquettes, en fait, que je fais des campagnes d'influenceurs justement pour les marques et les entreprises, que je manage des influenceurs, et ça, c'est la partie que je viens d'expliquer avec, par exemple, Elias et d'autres influenceurs que je manage. Et j'ai la partie où moi-même, je suis un micro-influenceur avec Via Media. Via Media, c'est quoi? Via Media, c'est un peu ma salle de jeu. C'est un peu mon média, mon blog. C'est où, en fait, je m'amuse à écrire des articles. C'est surtout aussi l'endroit où je fais mes vidéos YouTube, des unboxings. Je suis plus geek. Donc, c'est plus un univers geek où on fait du high-tech, etc. Faut comprendre, voilà, je pense que tu as tes deux entreprises, du coup, si j'ai bien compris. C'est que tu as la partie Via Media, donc le média, la partie la boîte de consulting, et c'est deux entités complètement différentes. C'est ça? En effet. Alors, l'agence s'appelle Wujud. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'agence de com. Et puis Via Media, c'est vraiment, disons, un truc comme tu rien à voir. Quoi. Ouais, c'est un média, c'est où je m'amuse. C'est le nom d'un influenceur, micro-influenceur, disons. J'ai déjà fait des collabs. Donc, Et pourquoi, en gros, tu t'es dit, allez, je vais me lancer là-dedans? Enfin, pourquoi t'es rentré, du coup, dans le média, au final? C'est quoi la raison qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Bah, en fait, à la base, avant tout ça, j'étais aussi journaliste indépendant. Donc attends, je récapitule juste. Tu étais dans le monde de la musique en tant que booker d'artistes. Oui. Manager. Et ensuite, t'es passé du côté consulting digital. Oui. Et t'as monté, du coup, aussi ton média. Et là, tu nous dis que t'es également journaliste. C'est ça? Enfin, que t'as été journaliste. Ouais, j'étais, pendant que je faisais le truc de la musique, j'étais aussi journaliste indépendant. Mais ça, c'était pendant mes études, et les gars. Et c'est quoi un journaliste indépendant? Il fait quoi? Moi, je m'occupais de la page multimédia qui était diffusée dans le Nouvelliste, l'Express, l'Impartial, La Côte, La Région, Lausanne Cité et GHI. Donc, en fait, il y avait une page multimédia, je pourrais vous montrer après, j'ai ici, où, en fait, chaque semaine, une fois par semaine, il y avait une page multimédia où tu avais un texte tendance. C'était par rapport à la tendance high-tech de ce qui se passe en ce moment. Donc, ça peut être plein de sujets différents. Il y avait un test jeu vidéo et il y avait 3 petites news de sortie tech, quoi. Ça peut être une nouvelle caméra, un nouveau micro. C'était vraiment que du geek, quoi. Et en fait, moi, je m'occupais de ça une fois par semaine en tant que journaliste indépendant. Parce qu'en fait, je travaillais pour un rédacteur en chef qui avait une boîte indépendante et qui vendait ses articles aux journaux. Du coup, je ne travaillais pas directement comme salarié de ces journaux-là. En fait, les journaux achetaient du contenu à cette personne-là. Et moi, je travaillais pour lui. T'as fait ça pendant combien de temps? Alors ça, journaliste indépendant, je l'ai fait pendant 5 ans, je crois, 5 ans, 6 ans. Mais tout ce que je vous parle, ma vie d'avant, tout ça, j'ai fait pendant mes études. Ok, et t'as fait des études de quoi, du coup? Parce que, voilà, au bout d'un moment... Revenons en arrière. On va un petit flashback de ce Les gens, ils vont pas comprendre, ils vont faire, mec, t'as quel âge? Il a vécu 4 vies. C'est un chat. Non, en fait, moi, j'ai un parcours chaotique, en fait, au niveau des études, parce que, moi, j'ai jamais aimé les études. En fait, j'ai toujours aimé le monde du travail.
C'est franchement travailler, construire des trucs, j'ai toujours kiffé ça. Comment dirais-je, on va commencer direct. En fait, après le gymnase, donc le lycée pour ceux qui sont à Neuchâtel, c'est ça? En France aussi. En France, ouais. Ah ouais, c'est vrai que les gens qui sont en France, gymnase, je vous parle pas de la salle de gym. Hein. Yeah. Non, le gymnase, en fait, c'est vrai que c'est que dans le canton de Vaud, je crois, et puis dans... Peut-être Genève, hein. Même Genève, c'est lycée? Non, Genève, c'est lycée, je crois. Lycée? Il me semble. Du coup, donc après ça, je suis allé, en fait, j'ai fait 6 mois à l'EPFL en génie mécanique. Donc l'EPFL, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, parce qu'il y en a une à Zurich aussi. Du coup, je suis allé en génie mécanique, j'ai fait 6 mois, j'ai fait les examens d'hiver, puis en fait, je me suis rendu compte que jamais de ma vie je fais ça, quoi. Genre, c'était beaucoup trop théorique. Je vais vous donner un exemple, mais où tu comprends pourquoi je me suis barré vite. En gros, tu apprends de base, disons à l'école et tout, que la dérivée de x carré, c'est 2x. Technique, les gars. Technique. Dérivée de x carré, c'est 2x. En règle générale, disons, si tu as fait des études, disons, lycée, ça, c'est un truc de base, voilà, tu sais. Moi, à l'EPFL, j'avais un cours d'analyse et en fait, on devait démontrer pourquoi la dérivée de x carré, ça fait 2x. Tu devais te taper 4 pages pour revenir à... Pour dire ça fait 2x. Ouais. Puis moi, d'un coup, j'étais là, mais frère, pourquoi? Tu vois le mème avec Omar Sy, là, qui tourne partout, genre, pourquoi faire? Mais vraiment, pourquoi faire? Genre ça va te servir à quoi? Pourquoi? Non. Après, il faut savoir que normalement, les études universitaires, la manière dont tu apprends les choses, ça part d'un postulat qui est que on t'apprend les choses pour que tu puisses faire un doctorat. Tu vois, c'est pas forcément fait pour que tu sois employable. C'est d'acquérir les connaissances de base pour que tu puisses après coup faire un doctorat. Donc faire des recherches et faire une recherche sur des choses peut-être qui n'existent pas. Et tu vois, du coup, par exemple, ceux qui font génie mécanique ou même parce qu'en fait, ce cours d'analyse, il était aussi pour pas mal d'autres branches comme mathématiques ou microtechnique, etc. Le gars qui est en mathématiques, s'il fait un doctorat et après coup, il doit découvrir de nouvelles formules qui n'existent pas, tu es obligé de connaître les bases. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que justement, l'université, il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'on nous apprend des choses pour être capable de faire un doctorat, pas forcément pour être capable de travailler derrière. Parce que finalement, il y a plein de trucs que tu apprends à l'école. Les gars, Pythagore, qui utilise Pythagore? T'es déjà allé à la Migros faire tes achats, puis d'un coup, tu t'es dit, allez, calcul Pythagore, triangle isocèle, là, je fais mon calcul. Jamais de la vie. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, ouais, je pense que t'as raison. Je pense qu'aujourd'hui, les études... Mais surtout, j'ai envie de dire, le système scolaire d'aujourd'hui, il a un peu de retard sur le monde dans lequel on vit. Non, il faut dire qu'il n'est pas d'actualité. En fait, il faut le mettre à jour parce qu'à nouveau, le problème, c'est qu'en fait, on ne t'éduque pas à la vie pratique. Parce qu'un truc à la con, à aucun moment, on t'apprend à faire tes impôts, mec. Non. C'est un truc que tu fais toute ta life. Alors que normalement, ouais, tu dois payer tes impôts. Pourquoi il n'y a pas un cours faire tes impôts? Non, mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Et en fait... à remplir la fiche, là. Et disons, il faut savoir que le système scolaire, la manière dont les choses sont faites, ça date depuis il y a des années, puis ça n'a toujours pas changé. Il n'y a pas de mise à jour. Les gars, ils ont oublié les mises à jour là-bas. Ça n'existe pas. Le système scolaire, non, franchement, on pourrait en débattre des heures et des heures, quoi. Ouais. Du coup, pour revenir à mon histoire, du coup, j'ai fait 6 mois à la PFL, je me suis barré, et je voulais faire HEC. Je me suis dit, bon, je vais aller à HEC, c'est quand même plus... un peu plus dans mon domaine, quoi. Je préférais plus ça, quoi. Du coup, entre-temps, je savais pas quoi foutre, et puis, quoi faire. Entre nous, tranquille. Franchement, j'ai désactivé enfant sur la chaîne YouTube, j'ai désactivé sur Spotify et tout, j'ai mis explicite, donc... franchement, je me suis dit, autant si les gens veulent insulter des gens... Non, fallait pas lui dire ça. Ça va. Et là, maintenant, il va se lâcher. Non, ça va, quand même pas. Non, ça va, Ali, il me connaît. Je suis pas très... calme. Ok, c'est calme. Et entre-temps, en fait, j'ai fait une patente. En fait, pour les gens qui savent pas patente, parce que je pense que c'est un truc suisse, c'est une licence de cafetier et restaurateur. En fait, en Suisse, si tu veux ouvrir un restaurant, un hôtel ou disons dans ce domaine-là, tu es obligé de passer une licence, en fait, qui te donne le droit, en fait, de pouvoir ouvrir un restaurant. Vous allez me dire, genre, je savais pas quoi faire. Pourquoi?
Et ma mère, elle m'a dit, bah, vas-y, fais ça. Et puis, on sait jamais. Je fais OK. En fait, j'ai fait que les modules. En fait, c'était que des modules obligatoires, puis c'est 1 mois. Tu vois, du coup, j'ai fait ça. J'ai jamais ouvert mon restaurant, mais mon truc, il est valable à vie. Donc, en fait, si dans 20 ans, j'ai envie de m'ouvrir un restaurant ou un hôtel, techniquement, je pourrais. Et du coup, j'ai commencé à HEC Lausanne. J'ai fait 2 ans, puis après, j'ai fait échec dev, parce qu'en fait, j'ai fait 2 fois la première année. Mais en fait, j'étais trop concentré parce que je faisais partie d'une assoce. On organisait le prix stratégiste. C'est en gros, on offrait 50 000 francs à une start-up. Et moi, j'étais responsable sponsoring. Donc, il fallait que trouver l'argent et tout. Et j'étais à fond là-dedans. Et puis, je kiffais trop. Quand j'ai fait HEC, c'était encore l'ancien système où tu avais des examens que à la fin. Maintenant, ils ont changé. Que à la fin, c'est-à-dire en 3e année? Non. Ou en première année, mais fin d'année. En fin d'année, genre juin. Donc il n'y avait pas d'examen d'hiver. Il n'y avait que les examens au mois de juin. Donc, si tu les rates, c'est mort. Ouais. Alors que maintenant, ils ont changé. Maintenant, tu as des examens en hiver. Heureusement, d'ailleurs. Mais du coup, puis moi, je me suis dit, j'étais encore en mode... moi, j'étais une personne, je faisais tout à l'arrache. Genre, les devoirs à l'école et tout. Ça a changé depuis? Non. Quand même, je m'y prends un peu. Quand même, il y a des trucs, t'es obligé de t'y prendre à l'avance. Mais disons, je suis très bon à faire les trucs à l'arrache. Les devoirs à l'école, moi, je faisais ça 5 minutes avant le cours. Tu demandais à un pote, frère, je peux vite copier? Moi, j'ai toujours fait ça à la dernière, hein, à la récréation et tout. Tu connais la récréation? Voilà. Moi, j'étais comme ça. Genre, je faisais tout à la dernière minute. Je pensais que ça allait passer. Même les examens, même les tests, j'apprenais le soir d'avant. Je me suis dit, l'université, je connaissais pas trop. Je me suis dit, peut-être ça passe. Non, ça passe pas. En même temps, tu vas me dire, fallait apprendre toute une année de cours en 1 mois. Imagine, je m'étais quand même pris 1 mois à l'avance pour réviser. Ça n'a pas marché. La deuxième année où j'ai refait ma première, je me suis dit, cette fois-ci, je m'y prends 2 mois avant. Ça n'a pas marché. Si vous voulez réussir à l'université, révisez. Allez au cours et soyez régulier. J'ai appris à mes dépens que à l'arrache, à la dernière minute, ça ne marche pas. Ça marche pas tout le temps. C'est pas une méthode durable. Non. Disons que je sais que je suis bon pour improviser et faire les trucs à l'arrache, mais ça marche pas pour tout. Et en fait, je pense que l'expérience m'a appris à choisir mes batailles. Dans le sens, c'est que savoir où je peux me permettre de faire à la dernière minute et ne pas préparer et improviser, et où il faut préparer. Et je pense que c'est ça que j'ai appris, disons, au fur et à mesure. Tout ne peut pas se faire à l'arrache. Ouais. En fait, il y a certaines choses, il faut préparer. Comme quoi? Bref, puis après, je suis allé faire... Attends, je te pose une question. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Parce que tu dis, il y a des choses qu'il faut préparer, il y a d'autres choses que tu peux faire à l'arrache. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qu'il faut préparer? Je vais vous prendre par exemple, là, souvent j'ai des rendez-vous clients. Avant de suivre un cours de technique de vente d'un pote, c'est un pote qui fait des cours de technique de vente, en vrai, je préparais pas grand-chose. Disons, je savais plus ou moins de quoi j'allais parler, puis j'allais au rendez-vous, je faisais mon rendez-vous et tout. Et ce que j'ai appris dans cette formation, est incroyable, c'est que c'est le pouvoir de la préparation. Et je me suis rendu compte que depuis, à chaque fois que j'ai des rendez-vous, soit sur mon iPad, soit sur une feuille, je prépare en fait le rendez-vous. Je prépare en fait le processus, donc le moment où on va dire bonjour, etc. Et comment je commence juste la ligne directrice des rendez-vous et des questions que j'ai à poser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le client ou le prospect ou la personne qui est en face de toi, quand elle voit que tu arrives, tu as déjà tout qui est préparé, que tu as déjà écrit un truc, plein de trucs, tu as écrit les questions, que tu as déjà que tu as préparé le rendez-vous. Là, je dis un chiffre au bol, mais 50% de ton rendez-vous, si tu es là pour conclure, c'est réglé. En règle générale, le gars en face, il n'a pas à préparer. Tu vois, le client, il prépare rien. Quand il te voit que tu es préparé, tu es carré, ça donne une belle impression. Ça change tout. Et en fait, du respect pour toi. Ouais, aussi. Et en fait, moi, une fois, on m'a fait une remarque. Vous avez préparé le rendez-vous. Genre comme si c'était pas normal, tu sais. Et ça, je peux vous dire, je vous donne cadeau la technique. Préparez vos rendez-vous. Quand vous y allez, faut que le client il voie que tu as écrit des questions et tout. Du coup, il faut mettre sur une feuille, sur un iPad. Ouais, peu importe. Parce qu'en fait, il faut que tu écrives tout. Il faut que, en fait, tu visualises ton rendez-vous et qu'en fait, comme un film, comme un storyboard ou comme vous, quoi. Le podcast, tu as une ligne directrice, tu sais des sujets que tu vas parler à l'avance.
Mais là, pareil. Et quand tu arrives, quand le client il voit que ta feuille, elle n'est pas blanche, tu sais, quand tu ouvres ton calepin normalement pour prendre nos notes, en règle générale, moi, ce que je faisais, j'arrivais au rendez-vous, j'ouvrais, c'était vierge, et j'écrivais devant lui le nom du client, la date. Tu vois? Disrespectful. Ouais, moi, je faisais ça. Mais quand tu arrives, il y a déjà tout qui est prêt. Le gars, il voit que la moitié de ta page A4, il y a déjà des trucs écrits. Mhm. Le gars, il fait OK. Il sait que t'es chaud. Le gars, il dit OK, le gars, il rigole pas. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Ouais, je pense que c'est un super conseil. Mais C'est un truc à la con. Ouais, En plus, c'est un truc à la con. On n'y pense pas forcément, tu vois. C'est vraiment un petit truc à la con, mais ça marche. Ouais. Puis bref, j'ai fait finalement, après le HEC que j'ai loupé, j'ai fait un bachelor en management international à Genève. C'est là où s'est arrêté mon cursus académique. Légal, disons. C'est le cursus où, c'est bon, j'ai mon bachelor, je suis en Suisse, j'ai mes papiers. Le reste, ça va être de la formation continue. Ok. Ouais, parce que j'ai fait beaucoup de formations continues après coup. Ça, c'est le plus important. Je pense qu'un truc, si je peux dire, les gens, n'arrêtez jamais d'apprendre. La formation continue, c'est la base. Il faut tout le temps faire des formations. Si vous pouvez apprendre, faut toujours apprendre. Être en mode, ouais, c'est bon, j'ai eu mon master ou je sais pas quoi, du coup, je fais plus rien. Oubliez, c'est mort. Surtout aujourd'hui, avec la technologie, les choses sont vite obsolètes. Hein. Formation continue, c'est important. Tu te fais jeter à la porte. Ouais. On a vu le Covid, hein, je veux dire, les entreprises qui n'étaient pas à jour technologiquement, elles sont tombées, tu vois, elles ont disparu. Viam, tantôt, t'avais dit que, en gros, toi, c'est la vie qui t'a un peu mené vers l'entrepreneuriat. Si je comprends bien, donc c'est un concours de circonstances, donc t'étais pas destiné forcément à ça. Pourtant, moi, quand je t'entends parler, j'ai plutôt l'impression que t'as toujours été un débrouillard, tu vois. Alors, la vie a fait que, il y a un moment donné, tu te rends compte que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quoi. Parce que tu as déposé 500 CV, puis ça n'a pas marché. Alors, du coup, tu t'es dit, bon, vas-y, je me lance. Ou bien... 380. Pour être précis. Ok, 380 CV. Non, mais je peux raconter l'histoire, en fait. En gros, après mon bachelor, j'ai été engagé dans une boîte d'informatique comme responsable marketing. Moi, en fait, depuis l'âge de 15 ans, j'ai travaillé. Mon premier job, c'était à l'âge de 10-11 ans. J'enlevais la mauvaise herbe du jardin de mon meilleur pote. Donc, il nous payait 10 balles, 20 balles pour faire ça. Et c'est à l'âge de 15 ans où j'ai commencé à travailler dans un grossiste de fleurs. En fait, un grossiste de fleurs, c'est quoi? C'est en fait, c'est le gars qui vend les fleurs aux fleuristes. Ok. Voilà. Parce qu'il faut savoir que faut bien qu'un gars vende des fleurs aux fleuristes. Et moi, je bossais pour cette entreprise-là. Du coup, moi, depuis l'âge de 15 ans, j'avais plus de samedi. Mais samedi, c'était mort. Samedi, c'était 5 heures du matin, là-bas. Et j'ai commencé comme ça. Il faut savoir, pendant mes études, pendant ce moment où j'ai fait mon bachelor à Genève, il faut savoir que je travaillais dans la musique. J'étais journaliste indépendant et que je travaillais à la COP, comme dans la centrale de distribution. Je travaillais dans un frigo. Et à ce moment-là, justement, c'était tous les samedis. Je devais être là-bas à 5 heures du matin et je finissais à 14 heures. Il faut savoir qu'à 14 heures, quand je finissais, je travaillais aussi à la pharmacie. Je faisais les livraisons des médicaments. Donc, j'allais à 5 heures là-bas jusqu'à 14 heures. À 14 heures, j'allais chercher la voiture de la pharmacie pour aller faire les livraisons des médicaments chez les gens. Parce qu'en fait, ils avaient un service parce qu'il y a les personnes âgées ne pouvaient pas forcément chercher les médicaments. Du coup, ils offraient un service de livraison. Et je faisais ça jusqu'à 18h et quelques. Mm-hmm. Le dimanche, j'étais chauffeur de bus. En fait, j'avais réussi à avoir mon permis D1. En fait, c'est un permis où tu peux conduire les minibus jusqu'à 16 personnes. Et en fait, je faisais ça encore le dimanche. Donc, je faisais tout ça. Et pour revenir à tout ça, c'est que, du coup, j'ai eu mon job comme responsable marketing, mais pendant une année. Après une année, évidemment, il y a eu licenciement économique. En gros, quand la boîte va pas, c'est toujours le marketing qui dégage en premier, parce que souvent, on dit toujours, on n'a pas besoin de pub, quoi. Et c'est là que je me suis retrouvé au chômage. Et là, on est en octobre 2014. Ouais. Ça, je me rappelle parce que ça, on a parlé de ça dans le podcast d'un pote, Greg,
oula, ça date. Ça fait un long moment. Qui était en anglais d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, quand je réécoute ce podcast, je me rends compte que mon anglais était éclaté. C'est pour ça que t'es allé à Londres, non? Ouais. Et en fait, pendant que ça a commencé, je me suis dit, j'ai fait de l'expérience et tout. Je maîtrise un peu le marketing, la pub, machin, 2-3 trucs. Puis je suis débrouillard, allez, j'essaye. Puis en fait, je me suis dit, allez, je vais faire consultant en marketing. Je me suis dit, là, je suis au chômage, je vais chercher du job, mais je vais essayer de voir si j'arrive, moi, à lancer un truc. Consultant marketing, la pire erreur de ma vie. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que ça voulait rien dire. Va dire à quelqu'un, je suis consultant marketing, ça veut dire quoi? Tu fais quoi? En fait, les gens me disaient, ouais, mais tu fais quoi? T'es consultant en quoi exactement? Tu fais quoi concrètement, en fait? En fait, le marketing, c'est tellement large. Oui, genre tu peux pas être consultant marketing. Soit tu es consultant dans la pub, en relations publiques, en sponsoring, en communication, genre tu fais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la stratégie, tu fais du photo, tu fais du graphisme, genre tu fais quoi? Et en fait, j'ai essayé ça pendant 6 mois et c'est là qu'en fait j'ai appris que généraliste en Suisse, en tout cas en Suisse, ça ne sert à rien. Les gens n'aiment pas les généralistes. Et moi, on m'appelait MacGyver, pour te dire. Parce que je savais tout faire. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas MacGyver, il était capable de te faire une bombe avec un chewing-gum et des allumettes. Pour dire, c'était ça un peu MacGyver. Et le gars qui s'en sortait toujours. Ouais, le gars, il s'en sort tout le temps avec tout et n'importe quoi. Dans le les gars, il pires fait situations. Oh, un trop bonne. Allez, je vais faire un avion. Voilà, ça, c'était le genre de gars, tu vois. Mr. MacGyver. Et moi, j'étais MacGyver. J'étais vraiment des merdes. Et les gens, ils savaient que, voilà, t'as besoin d'un truc, demande à Viam. Le gars, il se démerde. Et en fait, c'est une fois, une personne, c'était un client, un prospect, ou même pas un client, parce qu'en fait, il était jamais devenu client, ce gars. Parce que je lui dis, oui, mais je sais tout faire. Dans le sens, dans la com, je peux être graphiste, je peux vous faire de la pub, je suis capable de tout faire, je touche à tout. Le gars, il m'a regardé, il me fait, vous faites tout, mais vous faites rien de bien. Cash. Vous savez tout faire, mais vous faites rien de bien. Ok, d'accord. Puis j'étais, non. Genre, T'as répondu quoi à ça? C'est vraiment genre... en fait, en vrai, je crois que je lui avais dit, mais non, que en fait, je sais tout faire, mais je sais tout faire bien. Dans le sens, ok, j'étais pas expert dans chaque domaine, mais je me démerdais, quoi. Dans le sens, c'est que ce que je faisais, c'était qualitatif, quoi. Je faisais pas... C'était pas tout faire pour rien faire bien. Puis, mais bref, c'est là où, en fait, finalement, je me suis rendu compte que, en tout cas, les gens... Un généraliste, c'est bien si t'es CIO, si t'es cadre, en fait, où t'as besoin de connaître un peu tous les métiers. Mais dans certains domaines, en fait, les gens, ils veulent des spécialistes. On veut le meilleur, en fait. Les boîtes, les gens, on veut le meilleur dans un domaine. On veut pas un gars qui sait tout. On veut un gars qui sait tout, peut-être dans du consulting ou dans des niveaux, dans certains jobs. Ça, CEO, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que quand tu es CEO, si tu connais un petit peu tous les jobs, tu sais exactement quand tu vas voir ton employé qui bosse dans tel département ou tu te parles à tes directeurs, parce qu'au final, il faut aussi dire ça. Toi, tu es CEO, donc sous toi, il y a les directeurs de chaque département. Tu sais, quand ils viennent parler de quelque chose, tu connais et tu reçois l'information et tu comprends l'information. Et je pense que à ce moment-là, ça devient utile. Mais effectivement, si tu es dans une boîte et que voilà, tu bosses dans une partie spécifique, dans le sponsoring, et que tu sais comment marche la com, c'est pas forcément utile. Nous, on a envie que tu bosses dans le sponsoring, donc il faut que tu sois bon là-dedans. Ouais, et en fait, c'est là où je me suis dit que j'allais me spécialiser, et c'est là que j'ai commencé à faire des formations continues. C'est là que je suis allé me spécialiser dans les réseaux sociaux. Je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait comme papier et tout. Et je me suis dit, je vais faire des papiers, alors que je maîtrisais les sujets. Pour te dire, c'est que je suis allé prendre des cours dont je maîtrisais juste pour avoir le papier. Et je me rappelle, j'avais fait un cours réseaux sociaux. Durant le cours, il y a un moment donné, parce que le prof, il n'avait pas une information, il ne savait pas trop, parce que les réseaux sociaux, ça bouge tout le temps. Même si tu maîtrises, même si tu es dans le domaine, des fois, tu ne sais pas. Et à un moment donné, on parlait de Vine à l'époque. Puis moi, je maîtrisais, moi, je kiffais trop Vine. Puis c'est moi qui réponds. Je dis, ouais, le prof, il savait pas. Je dis, ouais, moi, je sais, je lui dis. Et à force de répondre, en fait, il y a les gens, les élèves, ils se retournent vers moi, ils font, mais tu fais quoi ici? Puis j'aurais dit, je fais, oui, je connais le domaine, mais désolé, on est dans un... Je vais pas dire le mot, mais... Non, il est cool quand même, notre pays, mec.
dans un pays et il me faut un papier juste pour que je justifie aux gens que oui, j'ai le je t'aime folle, quoi. Vous pouvez me faire confiance, quoi. C'est très important, disons, en tout cas quand on commence, essayez de vous spécialiser dans un domaine d'activité. Vouloir tout faire, ça joue pas. Et moi, pour vous dire, au début, moi, le problème que j'avais durant cette période où j'étais justement au chômage et que j'essayais ces trucs, c'est que quand j'allais à des événements ou des trucs comme ça, bah, ça t'arrive où les gens, surtout qu'on est dans un pays en plus, c'est la première question qu'on te pose après la météo, quoi. C'est faites quoi dans la vie? Tu sais, cette question, faites quoi dans la vie? Ils adorent connaître ce que tu fais dans la life. Et je me rappelle à un moment donné, je savais pas quoi répondre. En fait, j'étais là, ouais, alors écoutez, je fais du graphisme, je fais des sites internet. Puis en fait, à un moment donné, je disais tout. Je me dis, je dis tout. Peut-être qu'il y a un truc, lui, il veut. Et en fait, ça marche pas. Et bref, du coup, cette période de chômage a duré 2 ans. Durant ces 2 ans, j'ai cherché du boulot. Et à un moment donné, en fait, justement, j'ai laissé tomber mon besoin de consultant en marketing parce que je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et je me suis dit, je vais chercher du boulot. Mais en plus sérieux, quoi. Et j'aurais jamais imaginé que c'était aussi compliqué de trouver du boulot dans la com. Ah, c'est un marché saturé, hein. Parce qu'en fait, t'as tout le monde. T'as tout le monde qui cherche du job là-dedans. En fait, dis-toi que t'as les gens qui ont fait l'uni, t'as les gens qui ont fait des apprentissages, t'as les gens qui ont fait des écoles privées, genre le SAVI, t'as les gens qui ont fait d'autres écoles, t'as le neveu du cousin, parce que la com, c'est un cliché, tout le monde peut faire de la com. Du coup, tu te bats contre le neveu du cousin de je sais pas qui. En fait, du coup, il y avait un poste d'ouvert, tu te retrouvais à te battre contre 600 personnes. Et en fait, du coup, c'était plus dur que ce que je pensais. Du coup, d'où les 308 ans de postulation que je disais. Et le problème, c'est que, alors ça, je touche du bois, j'ai jamais ressenti ça, mis à part à ce moment-là, la discrimination. En fait, jusqu'à maintenant, voilà, je m'appelle Viam Firouzabadi, disons, c'est un nom très atypique. Iranien, si jamais, pour ceux qui se demandent. Mais j'ai jamais ressenti, disons, de la discrimination ou du racisme ou du truc envers, disons... la personne. J'ai jamais eu ce problème-là, disons. Et là, c'est le seul moment de ma vie où je me suis rendu compte et j'ai ressenti qu'en fait, mon nom posait problème. Qu'en fait, quand le recruteur, il voit 2 CV pareils et à côté, il a David Dupont, désolé pour le cliché, hein, Viam Firouzabadi, en fait, je me suis rendu compte, Viam Firouzabadi, ça dégage. Genre, c'est simple, le gars, il a le choix, il dit, ouais, déjà, son nom, il est chelou, allez. Et en fait, c'est le seul moment de ma vie où je m'étais dit, putain, j'ai un nom de merde. Vraiment, je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, j'aurais quand même préféré m'appeler, je sais pas, Marc, David, Pierre, genre un truc moins éclaté, quoi, genre. Moins éclaté. Non, mais vraiment, genre. Moins exotique. Ouais, moins exotique, quoi. Genre, maintenant, j'ai plus ce problème, qu'on soit d'accord. Moi, je kiffe très bien mon nom et tout, mais c'est vrai que mon nom de famille, il est long, tu vois, Firouzabadi, c'est long. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais là, franchement, et je voyais certains potes qui avaient plus d'interviews, d'entretiens et tout. Puis je me disais, franchement, je comprends. En fait, je me suis rendu compte que, ouais, s'appelait Marc Delapierre, ouais, des noms de par ici, franchement, ça aide. C'est pas la même chose. Et du coup, justement, pour rebondir sur ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rebondir sur ça. Ouais, non, mais en gros, tu dis justement, voilà, que t'as été un peu discriminé, que t'as pas trouvé de taf. C'est quoi la solution, du coup? Parce qu'au final, voilà, t'étais là, t'as cherché ton emploi. Alors, j'ai trouvé une pure combine. Hein. Et alors ça, les gars, écoutez-moi bien. Si vous cherchez du taf, dès que j'ai fait cette combine-là, j'ai à chaque fois eu des entretiens. Vous savez, lors d'un job, on vous demande, merci de nous envoyer votre CV et une lettre de motivation. Et moi, vers la fin de mon chômage, donc disons, on était fin 2015, je me suis dit, en fait, j'ai pas d'entretien. Et quand je te dis, j'ai envoyé 308 ans, genre vraiment, j'avais pas d'entretien. J'avais que des réponses automatiques, tu sais. Ça, c'est énervant, ça. Et j'étais là, les gars, j'ai un dossier qui pèse.
Là, dis-toi que dans mon CV, il y a tous les jobs d'étudiant que j'ai fait. Il y a mon job dans la musique. Il y a le fait que je suis journaliste indépendant. Il y a tout ça. Au niveau de l'expérience, Il y en a. je pèse, disons, pour un gars qui sort d'études. Et je me dis, ça joue pas, quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de faire des lettres de motif. Écoutez-moi bien. Vous envoyez votre CV, mais vous envoyez pas de lettre de motivation. En fait, vous prenez la description du job. Normalement, c'est marqué les tâches que vous devez faire et c'est marqué ce qu'ils veulent. Moi, je reprenais ces points-là. Pour dire, l'exemple concret, j'avais fait ça pour la RTS. Là, c'est la radio-télévision suisse romande, là. Et vous cherchez un spécialiste réseaux sociaux. À la place de faire une lettre de motif, j'ai regardé les tâches qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient, parce que c'était marqué, qu'est-ce qu'ils voulaient développer, etc. J'ai envoyé 2 pages où, en fait, j'ai repris les points qu'ils ont mis dans leur job description. Textuellement, Et j'ai développé ce point-là. Et en fait, une partie des tâches qu'ils voulaient que la personne fasse, ben, je l'avais déjà fait. J'étais allé étudier leurs réseaux sociaux, je leur avais fait des propositions d'amélioration, je leur avais dit, ouais, on pourrait faire ça, comme ça, et j'ai envoyé 2 pages. C'était un peu comme un pitch, quoi. Et à chaque fois que j'ai fait ça pour chaque job, à chaque fois, j'ai un entretien. Pourquoi? Ben, en fait, les gars, ils se disent, le gars, il a déjà fait une partie du job qu'on lui demande. Tu vois? Et surtout, quand ils reçoivent 10 000 trucs, personne fait ça, mec. Non, tout le monde fait une lettre de motivation. Quand tu as reçu 150 trucs et que tu as reçu que des lettres de motif, puis d'un seul coup, tu trouves un gars qui t'a fait 2 pages de pitch, qui a déjà étudié, qui a déjà fait du taf pour toi gratos, que même si le gars, il s'appelle Viam Firouzabadi, il a un nom éclaté ou peu importe, le gars, il va dire, ah, lui, c'est intéressant, je vais regarder. Je vais au moins prendre le temps de... C'est ça. c'est ça. Mais là, tu leur as proposé une solution. Et chaque employeur cherche ça, en fait. C'est ça. Et le problème, je pense que c'est ce qu'on n'apprend pas non plus à l'école, c'est que les gens qui postulent ne prennent jamais le temps de se mettre à la place de l'employeur. Yep. De se dire, mais lui, il veut quoi? Qu'est-ce que lui, il cherche? Et lui, il veut une solution. Du coup, il faut que j'amène mon dossier comme une solution. Parce que le problème, c'est que les gens, ils se disent pas, moi, dernièrement, j'ai recruté 2 stagiaires. À nouveau, les gens se rendent pas compte. Les gars, moi, j'ai une boîte à faire tourner. J'ai pas le temps de checker 150 CV. Et quand les RH vous dit, on prend 5 secondes pour voir votre dossier, c'est pas du bullshit. Moi, j'ai pas le temps de lire, et je le dis, les lettres de motifs que j'ai reçues, j'ai lu en diagonale. Je lis pas. En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que tu prends le CV, tu lis le truc, et en fait, tu vois tout de suite. En fait, il y a un moment donné, tu vois, parce qu'en fait, il y a des trucs aussi psychologiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont le CV est fait, la manière dont c'est présenté et tout, tu sais déjà la personne plus ou moins comment elle peut être. Tu vois? Donc déjà, si vous envoyez un CV avec une mauvaise mise en page, etc., surtout, moi, je suis une agence de com. Ouais, ça dépend aussi le domaine, bien entendu. Ça dépend le domaine, mais tu m'envoies un CV, il y a 0 couleur, tu m'as envoyé un CV, le truc où il y a que les titres, il y a rien et tout, alors qu'à côté, j'ai une graphiste qui m'envoie son CV qui est hyper beau, tu kiffes voir le CV. Désolé, la question, elle est vite répondue. Je vais même pas prendre le temps de lire le CV du gars ou de la fille où je vois que le CV, elle s'est même pas donné de la peine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, à un moment donné, disons, quand tu es dans nos pieds, que ce soit RH ou patron, ça nous dit si la personne prend de la peine ou pas. Et il y a un truc, je peux vous dire, je vous jure qu'on se rend compte quand la personne, elle a vraiment pris le temps de préparer son dossier et qu'elle a vraiment envie de taffer pour toi, ou si elle a envoyé son dossier parce qu'elle doit rajouter une ligne dans son chômage. C'est pas le même effort, hein. Et tu le vois. Et ça se voit direct. Et c'est vrai que moi, je le dis, il y a des CV où je voyais la personne n'a même pas pris le temps de juste faire un truc bien. En fait, c'est éliminé.
Et surtout pour une entreprise de com, quoi. Oui, surtout, dis-toi que moi, je suis dans la l'occurrence. com, quoi. Ouais. Genre, et en plus de ça, j'avais marqué, faites un truc créatif. Lisez au moins le job description, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce qu'en fait, il y a une idée fausse qui consiste à penser ou à dire que, ouais, voilà, la vie d'entrepreneur, elle est chill, tu te lèves le matin, ou bien à 9h, tu prends ton petit café, et puis voilà, quoi. Puis tu donnes des ordres à tes 2-3 employés, puis c'est fini. Mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui une journée typique? Est-ce que tu peux nous expliquer une journée typique de Viam? Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, avant ça, c'était OK. Je vais juste, comme tu dis, fast forward, juste le moment où, parce que je pense que les gens, ils veulent toujours se demander, mais comment, en fait, je suis arrivé juste à être entrepreneur, en fait. Vas-y, Du ouais. coup, parce qu'en fait, vu que je l'explique, je me suis jamais forcément dit que je voulais faire ça. En gros, je suis arrivé à la fin de mon chômage. Ouais. Et malheureusement, le dernier entretien que j'ai eu, ça n'a pas passé. Et du coup, mon chômage se termine et j'ai 2 choix. Soit je me démerde pour trouver du taf en tant qu'indépendant, soit je vais au social. Je vivais chez mes parents, donc, mais disons, mes choix étaient là. J'étais arrivé à ce stade-là. Et je me suis juste dit, ben écoute, le social, c'est mort. Genre, je connaissais des gens qui y étaient, je savais comment ça fonctionnait, le système et tout. Je me suis dit, non, en fait, je vais me démerder. Il faut savoir qu'en 2 mois où je touchais pas le chômage, j'ai réussi à développer, disons, plus de trucs que j'ai pas fait en 2 ans. Je pense que là, tu as une anecdote qui est assez cool, et je te laisse la raconter toi, mais ton kiné t'avait dit un truc méga intéressant à ce moment-là. Entre le moment... Oh, tu t'es rappelé de ça? Bien sûr. Entre le moment où justement tu étais au chômage Oui. et le moment où tu as fini ton chômage. Ouais, alors pour revenir, ouais, l'instinct de survie, les gars, c'est un truc de malade mental. Là, t'avais faim, hein. T'avais la dalle, hein. Ben, c'est bien que tu utilises faim. ce mot. T'avais faim, hein. Parce que à l'époque, mon kiné, moi je pense que ça c'est un cliché qu'il faut enlever. Les gens, n'ayez pas peur d'aller voir un kiné, un thérapeute, un psy, peu importe, une personne avec qui parler. Je trouve que c'est beaucoup trop tabou, mais je vous jure, mon kiné, c'est un kinésiologue. Non. Kinésithérapeute. Non, kinésithérapeute, c'est pour les muscles, mais tu as la kinésiologie, qui est justement autre chose. Et en fait, avec lui, c'est plus thérapeute. Et je vous jure, pour moi, ce mec, il m'a sauvé la vie. C'est lui qui m'a sauvé la vie quand j'ai fait un burn-out. Parce que, ouais, j'ai fait un burn-out, accessoirement. Mais en fait, lui, il a détecté ça juste avant que je finisse en mode légumes. Irrécupérable, où tu finis une année en hôpital psychiatrique. Ah ouais. C'est à ce point. Ouais. Moi, j'étais... en fait, en gros, je vais chez lui. C'était justement durant cette époque-là, un peu... c'était en 2015, justement. C'était durant ce temps-là. Et en fait, il me voit arriver. Je lui avais rien dit. Hein. Il m'a regardé. Il m'a fait, écoutez, vous êtes en train de faire un burn-out. Mais je crois que c'est dû aux discussions qu'on a eues. Vous avez 1 semaine pour vous calmer. Sinon, vous allez finir en hôpital psychiatrique. Et c'est 1 année pour récupérer. Et en fait, là, ça m'a, je pense, fait peur, mais du coup, ça m'a quand même pris 1 année et demie pour vraiment bien récupérer, mais pas en hôpital psychiatrique. Mais bref, l'anecdote qu'il disait, c'est le mot que tu as utilisé, parce que je lui disais, mais je comprends pas, ça marche pas, ce que je fais et tout, parce que j'étais au chômage et tout. Je vois, il n'y a rien qui marche. Mec, le gars, il m'a regardé, il me fait, mais viens, c'est normal, ça marche pas. Je fais, mais pourquoi? Ben, vous n'avez pas assez faim. Et c'est que je me suis énervé contre lui. Hein. Moi, la vérité fait mal. Hein. Ça m'a fait mal, puis je me suis énervé. Je fais, mais de où j'ai pas faim? Je fais, mec, je fais j'étais là, je fais que de bosser, je bosse beaucoup, je bosse plus de 8 heures par jour, machin, je fais ci, ça, tac, tac. Je dis, mais que dalle, genre, j'ai faim, j'ai envie de réussir. En fait, c'est comme si le gars, il te dit, t'as pas envie de réussir. T'es là, mais mec, pas du tout. Puis mon gars fait, non, viens, vous avez pas assez faim. Écoute, vous êtes au chômage, donc vous touchez un salaire du chômage tous les mois. Vous vivez chez vos parents. T'as faim de quoi, frère? Genre, vraiment, le gars, il regarde, il fait, t'as pas faim, mec? T'es peinard dans ta zone de confort. Claire. T'as faim de quoi? Et ouais, franchement, ce jour-là, je me rappelle, j'étais pas bien. Hein. Genre, déjà, il m'avait énervé. Parce qu'en fait, c'est comme si tu dis, tu fais des efforts et tout. Puis un gars, il vient, il fait, ouais, tous les efforts que tu fais, ça sert à rien. Ouais, il a remis en question tout ce que tu fais. Et limite, il te dit, tu fais pas d'efforts.
Bah, c'est ça. T'imagines? Ouais, C'est mais ça. tu sais, c'est le même truc quand tu vas faire la vaisselle. C'est l'ego. Tu fais la vaisselle, puis on te dit, il faut que tu fasses la vaisselle. Mais la vaisselle, tu l'as faite. Ou bien c'est pas assez propre. Ouais, Ouais. t'es vénère, tu Tu vois, vois. t'as bossé 8 heures durant ta journée, à la fin, on dit, ouais, t'as rien fait. Bah, c'est l'ego, ça, bah, il a remis en question tout ce que t'as fait, tous tes Ah, principes, je te tout ce que t'as jure. mis dans ton... Et en fait, je me suis rendu compte, c'est vrai. En fait, il avait trop raison, quoi. J'avais pas assez faim. Parce qu'en fait, dès que j'ai fini le chômage, les 2 mois, mec, il y avait pas de t'es peinard et tout. Oui, j'étais chez mes parents, mais c'est tout. Du coup, je t'assure que le charbonnage, on est allé direct, hein. Niveau... Et d'un seul coup, ça change, hein. Instinct de survie, il est en mode, ah ouais, mais là, c'est pas ta faim. Là, c'est en mode, faut survivre, quoi. Et du coup, en fait, c'est comme ça que finalement, je dis aux gens, c'est que c'est la vie qui a fait en sorte que j'ai pas trouvé de travail. Ouais. Et le seul compétence que j'avais, c'était de faire un peu de graphisme, de vendre un peu mon taf par-ci, par-là. Et en fait, c'est la vie qui m'a dit, ben, frérot, toi, je t'ai pas trouvé de travail, mais tu vas te démerder. Et en fait, c'est comme ça que je me suis démerdé et que finalement, ben, j'en suis où j'en suis maintenant. À savoir que j'avais jamais prévu d'avoir des bureaux, des studios. C'était pas dans le plan, mec, hein. Tout s'est fait comme ça. Donc, pour te raconter la journée d'un entrepreneur, Cool. Il y a plusieurs journées. Il y a ma journée de maintenant, qui n'est pas la journée que j'ai vécue au tout début. En fait, au début, ce qui est dur et que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'au début, tu n'as pas de rythme de travail. Donc, tu peux faire 15 heures. Demain, tu fais 12 heures. C'est ça. Et en Après-demain, tu fait, fais la 4 problématique, c'est que les gens se rendent pas compte. Mais d'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur Instagram par rapport à ça. Et c'est le gars, il dit vrai. L'être humain a besoin d'une routine. Si t'as pas de routine, à un moment donné, tu pètes les plombs, en fait. Clair. Et rien que juste une routine à la con, se lever à la même heure plus ou moins le matin, ou aller faire du sport. En fait, les gens ont besoin de routine. Il faut savoir, moi, j'avais pas de routine. En fait, je vais chez mes parents, je me réveillais dans mon lit chez moi, genre limite, je bosse en pyjama sur mon bureau, disons. Et vu que t'as pas de clients, ben, c'est pas quoi faire. Tu fais des trucs, tu développes un peu ton image, mais j'avais pas de rythme. Et le truc, il y a aucun moment, un gars, il m'a expliqué tout ça, quoi. Puis en fait, quand t'as pas de rythme, c'est hyper chaud. C'est vraiment compliqué mentalement et tout de gérer tout ça. Et dis-toi que ben voilà, moi mon chômage se termine en avril 2016. Il m'a fallu novembre 2017 pour avoir un rythme de travail. Avant ça, c'était un peu, tu testes des trucs, il y avait pas parce qu'il y avait pas assez de clients, machin, tu faisais des trucs, mais voilà. Et moi, c'est qu'en novembre 2017 où j'ai un pote qui m'a rejoint. Et en fait, c'est grâce à lui aussi que, en fait, on avait des bureaux qu'on nous avait mis à disposition parce que moi, je travaillais, en fait, pour une boîte. Ils avaient des bureaux en trop, un espace en trop, puis je pouvais squatter là-bas en échange de boulot. Et c'est depuis là où j'ai commencé à aller tous les jours au bureau. Avant, j'y allais pas, en fait. Avant, j'avais cet espace. Ça fait tellement la diff. Tu sais, quand t'as un endroit où tu sais, tu splits un peu. C'est hyper important. Hein. Ouais. Tu splits entre Les gens, écoutez-moi bien. Au début, c'est bien de commencer chez soi. Mais je vous jure, à un moment donné, il faut couper. Il faut avoir un endroit où tu bosses. Dédié et un endroit où t'es chez toi. C'est hyper important. Genre, t'as pas besoin de payer un bureau. Coworking, les gars. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette routine, vous devez, à un moment donné, le matin, vous barrer de chez vous. Ouais. Rester chez vous tout le temps. C'est vraiment, je vous assure, c'est chaud. Il y en a, ils kiffent. Disons, après coup, tu vois, c'était une maman entrepreneur, d'un côté, peut-être ça t'arrange parce que tu peux t'occuper des enfants, etc. Ou même papa entrepreneur, hein, peu importe, hein. Maintenant. Après, c'est vrai que si tu passes, mec, déjà, je sais pas, tu bosses 15 heures par jour. C'est énorme. Le reste du temps, tu dors. Ouais. T'es 15 heures chez toi. Tu vas te reposer, t'es de nouveau chez toi. C'est-à-dire que tu fais ça 7 jours sur 7. T'as pas de coupure. Au bout d'un moment, ta maison, elle te saoule un peu, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est compliqué de... Et moi, ce que je conseillerais, c'est que dès le départ, faites un rythme. Même si t'as encore rien, créez-vous un rythme, une routine. Genre, le matin, à telle heure, je sors. Au début, t'as pas d'argent pour payer un coworking. Frère, Starbucks.
Moi, lui, il sait à Londres, parce que nous, on s'est rencontrés à Londres, et on n'a même pas raconté ça, mais c'est pas grave. Moi, dans ma famille d'accueil, la maison, elle était très petite. C'est les maisons à Londres, quoi. Je pouvais pas étudier là-dedans. Et l'école, en fait, quand tu sortais, tu pouvais pas rester à l'école, forcément. C'était pas assez. Moi, j'avais découvert que c'est quoi, le W Hotel? Ouais. En fait, dans le lobby, ils avaient une énorme table. Et en fait, tu pouvais te poser là, gratuitement. T'étais pas obligé de consommer. Et en fait, j'allais étudier là-bas. Pour revenir à ce que je disais, trouver un endroit où vous avez votre petite routine. Le matin, tu te lèves, même si c'est à 9h, 10h, peu importe, l'heure, c'est pas important. Tu sors de chez toi, tu vas à cet endroit-là, c'est comme ton bureau, tu travailles, tu fais ton truc, et après, tu rentres chez toi. Et en fait, il faut que tu aies cette coupure. Comme ça, tu sais que chez moi, c'est chez moi, je ne bosse pas. C'est en mode se décontracter. Parce que sinon, c'est l'erreur que j'ai faite au début, tu sais plus quand tu bosses pas. Pour te dire, moi, je me réveillais, j'étais en pyjama, j'avais tellement la flemme, je me posais sur mon bureau qui était à 2 pas de mon lit, et j'étais toujours en pyjama et j'allumais l'ordi. Puis après, évidemment, t'es chez toi, t'es un peu fatigué, tu vas faire la sieste et tout. Et puis après coup, tu vas manger, puis t'es toujours en pyjama. Puis après, c'est 19h, t'es toujours en pyjama, mon pote. Et après, tu vas dormir. Après, tu refais ça le lendemain. Et tu fais ça tous les jours. Mmh. Et ça, c'est vraiment important. Ça, je pense que c'est si quelqu'un aurait pu me dire ça, je pense que j'aurais peut-être gagné du temps. En tout cas, c'est mentalement, ça aide beaucoup d'avoir ce rythme, cette routine. Et du coup, après coup, c'est ça. Moi, j'ai pas d'alarme. Genre, je mets juste l'application Sleep Cycle qui me permet d'enregistrer mon sommeil. Mmh. Mais sinon, moi, j'ai appris à laisser mon corps se réveiller quand il se réveille. Même maintenant, disons, avec le rythme que j'ai, en règle générale, il se réveille vers 7h30, 8h. Je suis réveillé, je prends ma douche et puis... direction le bureau, quoi. Puis au bureau, quoi. Non, je ne prends pas de petit-déj parce que je fais des jeûnes intermittents. Bien. Ah, tu connais? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Tu veux expliquer ou peut-être aux gens qui connaissent pas? Vite fait en 2 mots. En 2 mots. Ouais, vite fait, sans expliquer tous les effets, quoi. En gros, c'est espacer ses repas, ou plutôt manger 1 fois par jour. Quelque chose comme ça. 2 fois. Voilà. Ouais. C'est en gros, tu laisses une grosse période de temps où tu manges pas. Et puis en fait, après, t'as une laps de temps où tu manges. Ouais. Bon, peut-être expliquer aux gens pourquoi, en fait. Juste, ça permet d'être en mode déstockage. C'est qu'en fait, le gras qui est accumulé autour de votre ventre, en fait, ça permet simplement que ce gras puisse se déstocker. Puis en fait, pour pouvoir que ça se passe, il faut 10 heures ou 12 heures, après 12 heures sans manger pour que ça s'active. Et puis du coup, je viens au bureau, puis au bureau, en fait, après coup, tu commences à répondre à tes mails, tu fais tes projets, etc. Et puis en règle générale, c'est vrai que là, vu que moi, j'ai pas de famille, disons, j'ai pas d'enfants, etc. J'ai rien, et j'ai personne qui m'attend à la maison, disons. En fait, je rentre chez moi quand quand le boulot il est fini ou le boulot est jamais fini. Mais disons, en règle générale, en moyenne, je suis là jusqu'à 7h, 7h30. Puis après, je rentre chez moi. Tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? En règle générale, je suis au bureau vers 9h, 9h30. Et en moyenne, je pars à 7h30. C'est 10h, 10h30. Ouais, alors moi, 8h, les gens, t'as pas le temps, mec. T'as rien le temps de faire. Mmh. Mais ça arrive que... Okay. En fait, entrepreneur, faut savoir s'adapter. Dans le sens, c'est que... Dis-toi que personne va t'amener de l'argent pour toi. Personne va t'amener du job. Donc, ça veut dire que tu dois savoir t'adapter aux opportunités. À un moment donné, tu as une opportunité, tu as un client qui débarque, tu as un projet. S'il faut bosser le week-end, tu bosses le week-end. S'il faut bosser 16 heures, tu bosses 16 heures. Il n'y a pas de « oui, mais dans mon rythme de travail, j'ai décidé de bosser de telle heure à telle heure et je m'arrête. » Frère, il n'y a pas. Déjà, les clients, ils vont commencer à t'appeler. Non, mais disons, là, c'est un truc, il faut arrêter. J'ai parlé de routine avant, mais c'est une routine disons, générale. Mais il faut savoir sortir et s'adapter. Parce que sinon, c'est pas possible. Et là, du coup, quand je pars à 7h, 7h30, en fait, là, maintenant, je vais au sport. Je vais au fit.
Au cas où, Ok. pour la petite anecdote, Biam n'est pas un grand sportif, Pas du tout. mais il s'est mis au sport et j'en suis très content. C'est très bien, je suis très fier de toi. Et pour vous dire C'est comme pourquoi, ça. ou je vous raconterai une autre fois pourquoi je me suis mis au sport. Et j'ai entendu une fois quelqu'un dire, je pense que c'était un entrepreneur ou un acteur, je me rappelle plus vraiment, il disait que bouger ne veut pas forcément dire faire des progrès. Oui. Et alors, on a une expression en iranien. C'est vrai? Ouais, et que ma mère me dit souvent. Elle me disait ça souvent. Là, des fois, ça arrive qu'elle me dit. En fait, on a une expression qu'on dit. C'était à l'époque où justement, je pensais que je bossais beaucoup. Justement, En fait, j'allais revenir sur ça, justement. ouais. Et ma mère, elle me disait, elle me fait, viens, la seule chose que tu fais, c'est que tu déchires des chaussures. C'est tout. C'est tout. Et ça, c'est l'expression C'est qu'on a en brutal. iranien pour dire qu'en fait, tu fais que de déchirer des chaussures. Dans le sens, tu marches, mais pour aller Mais tu nulle vas nulle part. part. Justement, si t'as des conseils aujourd'hui à donner à des entrepreneurs qui se lancent, comment on pourrait être efficient, tu vois, avec son temps, ou comment on pourrait être productif, tu vois? Parce que tu peux tout faire, tu peux beaucoup faire sans forcément aller quelque part, tu vois. Alors, le truc, c'est que moi, déjà, par rapport à ce que je vois, il y a déjà le problème que beaucoup de gens ne font pas. Il y a deux faire. Parce que le problème, c'est qu'il y a faire, où ce que font beaucoup de gens, c'est beaucoup brainstormer, réfléchir, mettre à plat, poser des idées, mais tu fais pas concrètement. Moi, le conseil que je peux te donner, et c'est vrai que moi, je fais ça, et je dis tout le temps aux gens, arrêtez de parler, faites-le, tu corrigeras entre-temps. Just do it. Ouais, juste fais-le. Et en fait, le problème, c'est que les gens, en général, le font pas. Tu Ok. vois, ils réfléchissent, ils ont des idées. Les gens, on est dans un monde où les gens, ils croient que parce qu'ils ont la bonne idée, du coup, c'est bon. Frère, non. Le problème, c'est qu'il faut faire. Et je dis toujours, parce il y a beaucoup de gens, c'est des perfectionnistes. J'étais perfectionniste à l'époque. Mais j'ai appris, avec l'entrepreneuriat, que tu ne peux pas être entrepreneur et perfectionniste. Ça ne matche pas. Tu peux pas. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Si t'es perfectionniste, tu vas mourir. Genre, ça marchera pas. Parce qu'à un moment donné, il faut survivre. L'entrepreneuriat, c'est pas chill. À part que t'aies du bol et puis que, voilà. Mais sinon, il y a un moment donné, il faut que tu fasses, il faut que tu avances, il faut que tu creuses, quoi. Les gens se mettent la pression pour que tout soit parfait. Même toi, je te connais, mec, toi, t'es chiant. Le nombre de fois où je dois te dire d'arrêter Ouais, je l'avoue. de vouloir que tout soit parfait, de juste faire. Mais pour le moment, j'ai pas encore réussi à... J'ai réussi un peu. Mais disons, il y a encore du travail à faire. Pourquoi ça sert à rien d'être perfectionniste? J'explique juste un truc. Quand des gars comme Apple, Microsoft, Google sont incapables de nous faire, désolé, hein, une putain de mise à jour propre en ordre, et que les gars, ça nous tape des mises à jour, et qu'une semaine après, tu dois taper la mise à jour 15.0.1, parce que, ouais, désolé, en fait, dans la mise à jour, il y avait un bug. Frère, vous pouviez pas faire ça juste dès le départ. Et c'est ce que je dis aux gens, c'est l'exemple que je donne à tout le monde. Je fais, les gars, pourquoi toi, qui est personne dans ce monde, t'es personne, tu veux que tout soit parfait, mais un gars comme Apple, il s'en bat les couilles. Si sa mise à jour, elle est nickel, parce qu'il se dit, de toute façon, si ça va pas, je referai une autre dans une semaine. Ouais. D'ailleurs, il y a une super anecdote sur Apple, c'est qu'au moment où Steve Jobs il monte sur scène avec l'iPhone, le premier iPhone, il marche pas. Son iPhone ne marche pas. C'est littéralement en gros, tout est planifié. Tous les mouvements qu'il fait sur le téléphone, ils sont planifiés d'avance. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, rien n'est fait. C'est-à-dire que le vrai produit final, il est même pas là. Genre, ils sont en train de le développer encore. Ouais, et ils sont en train de le montrer au public entier. Et le truc n'est pas bon, n'est pas finalisé. Et je pense que t'as totalement raison. Et moi, je dis juste aux gens, les gars, tu corrigeras au fur et à mesure. Par exemple, via Média, tu vas sur la chaîne YouTube, regarde les premières vidéos qui sont dessus, puis regarde maintenant. Mais imagine, si je devais attendre que tout soit parfait, que j'aille ces micros qu'on a là, que j'aille la lumière qu'il y a là, les 2 lumières, les 4 caméras qui sont là, tout le truc, pour commencer à faire de la vidéo, mais que j'aurais jamais commencé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, je dis juste aux gens, fais. Arrête de vouloir faire ton business plan, machin et tout. Oui, mais il faut préparer, arrêtez. Faites. Au pire, tu te plantes, tu te corriges. Mais le truc, c'est que, à nouveau,
il faut avoir un peu de préparation. Je dis pas qu'il faut aller les yeux fermés. Il faut avoir des connaissances et tout, mais réfléchis pas trop longtemps. Fais-le, parce que la pratique, ça ne sera jamais comme la théorie. Et le problème, tout le monde se base sur la théorie pour faire du business, pour faire sa boîte, etc. Alors que la pratique, mon pote, ça n'a rien à voir. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, quand... moi, je l'ai vu, tu vois, avec toutes les études et tout, je fais mon master, là. Et c'est compliqué, hein. T'apprends des choses que t'appliques pas. Le SWOT. Le SWOT. Le fameux SWOT. Voilà, on l'a fait, je sais pas combien de fois, je crois que je l'ai jamais utilisé. Alors, par rapport à ça, c'est bien parce que vous avez le SWOT, le SMART, tout ça. Le PESTEL. Je vais vous expliquer un truc. Le Les 4 SWOT, P. alors, sincèrement, c'est important parce que vous apprenez la base. Mais en effet, moi, dans ma vie de tous les jours, j'utilise pas le SWOT comme tu l'apprends. Je fais pas de tableau. Mais en fait, je le fais dans ma tête. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Les trucs, forces, faiblesses, barrières à l'entrée, que ça soit pour mes clients ou pour des projets, etc. Et toi, et aussi toi, Gilles, c'est le monsieur, le régisseur qui est là. Petit shout-out à Gilles qui s'occupe de nous changer les caméras aujourd'hui. Shout-out Gilles, au calme. Bon, Divi, vous m'avez présenté des projets, des idées, et je vous ai dit ce qui jouait pas. Mais en gros, je vous ai fait un SWOT dans ma tête. En gros, barrière à l'entrée, c'est des trucs, tu regardes un peu le marché. En fait, tu as les bases, mais tu le fais pas tous les jours. Mais tu fais pas comme dans la théorie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est cool d'être son propre patron? Alors, bon, déjà, t'as ma réponse déjà. Disons, je te dirais, c'est ce que je l'ai dit dans mes vidéos sur Instagram aussi. Les gens, il n'y a rien de cool à être entrepreneur. En fait, entrepreneur, être son propre patron, c'est sympa, mais disons, c'est pas forcément cool tous les jours. La problématique, c'est que de nos jours, sur TikTok, sur Instagram, on voit plein de vidéos. En fait, c'est devenu à la mode d'être entrepreneur. En fait, c'est tendance. Genre, limite maintenant, si t'es pas entrepreneur, c'est que t'as raté ta vie. Facts. Genre, c'est quoi de où, à quel moment, en fait, où tu sais, c'est son mode, si t'as pas un side project à côté de son boulot, ça va pas. Genre, t'as pas d'ambition dans ta vie. Mais non, faut arrêter. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je pense que la problématique, c'est que les gens, on ne parle pas assez de la charge mentale qu'il y a à gérer, à être entrepreneur. Les gens se rendent pas compte que psychologiquement, mentalement, ça pèse de ouf. Faut être blindé, mon pote. Hein. Ouf. Et il y a une vidéo que j'ai faite et lui, il sait. Même moi, qui fait du développement personnel depuis l'âge de 21 ans, qui a fait de la marche sur le feu, qui a fait plein de trucs, c'était en 2017, je lui ai envoyé un message WhatsApp. Si vous voulez le voir, c'est sur Instagram, que mon compte Instagram, ça se passe. J'ai mis, mec, j'en peux plus, je veux abandonner, je veux arrêter, j'arrête tout. Mais le problème, c'est que j'étais arrivé à un stade, dis-toi que je pouvais même pas abandonner. Tu sais, cette phrase, tout le monde balance, never give up, machin, blablabla. Frère, dis-toi que moi, je suis arrivé à un stade où je me suis rendu compte que même si maintenant j'ai envie d'arrêter, je pouvais pas. Parce que t'as construit une machine. T'avais construit un truc et surtout qu'il n'y a pas d'autre option. Facts. En fait, l'autre option, c'était quoi? Trouver un taf. Mais frère, j'ai fait 2 ans de chômage sans trouver. C'est chaud. C'est maintenant que je vais trouver d'un coup. C'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, j'étais à un stade où il n'y a même pas d'autre solution. Genre, j'étais là, mais ok, je suis saoulé, c'est cool, mais j'ai envie d'abandonner. Mais je peux pas. T'avais choisi une voie et puis il fallait l'assumer, quoi. En gros, c'était ça. Mais c'était sympa, quoi. Mais frère, tu peux pas abandonner. Et puis, du coup, voilà. Et c'est là, en fait, où c'est ce que je mets en avant. C'est, tu veux aller dans cette voie d'entrepreneur, le plus important est les bonnes personnes autour de toi. Et pour moi, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait que lui qui savait tous les trucs négatifs. Parce que mes parents, au début, ils étaient pas trop chauds. Disons, nos parents, c'est la génération de « Non, mais trouve un travail, comme ça, t'as la sécurité du salaire, tout ça, un truc normal, tu sais. » Donc, j'allais pas leur dire « Les gars, je galère. » Ils me soutenaient, tu vois, je vivais chez eux, ils me soutenaient, tout allait bien. Mais si je pouvais trouver un travail normal, c'était mieux. Et c'est vrai que lui, il m'a beaucoup aidé et à traverser ces phases et tout. Et il faut dire, Monsieur Elias Neto ici présent. Bien vu, petit, bien vu.
il m'a vu quand je faisais mon burn-out, quand on s'est rencontrés à Londres. Ah, c'est une période, franchement, ça a changé depuis. Hein. Comment dirais-je? J'étais une grosse merde. J'avais rien. Genre, j'étais au plus bas de ce qui existait. C'est vrai que toi, je crois que t'es le seul à avoir tout vu, mec. Et mes parents, mais bon. Ouais. Okay. Mais pour dire, il faut se rendre compte que c'est pas un jeu. Ok. Et que t'as des responsabilités et c'est pas juste un jeu. Je suis pas en train de dire ne soyez pas entrepreneur. Je suis juste en train de dire c'est pas facile, qu'il faut accepter le fait qu'il y a des hauts et des bas. Il faut accepter le fait que jusqu'à la fin de ta vie, parce que moi je me rends compte maintenant, il y a des moments comme ça, après 3 mois, 6 mois, il y a des moments, d'un seul coup, tu vas te dire qu'est-ce que je fais de ma vie? En fait, il y a des moments où même quand ta boîte elle marche, hein, tu te dis mais parce que d'un coup tu te ressens toutes les responsabilités que tu as sur tes épaules, tu te dis putain j'aurais bien aimé être juste employé, quoi. Pas avoir de responsabilité et peinard et tout. Et finir la fin du mois, puis ouais, et en fait, il y a des moments, en fait, ça arrive tout le temps. Moi, pour le moment, ça s'est pas arrêté. Il y a des moments où je me dis, ça me saoule. Et j'ai envie de tout arrêter. Mais après, je m'endors, et puis le lendemain, je me réveille, je me dis, jamais de ma vie, je serai employé. Tu vois? Mais il faut accepter ces moments-là. Et le problème, c'est que moi, je trouve qu'on parle pas assez de ces moments-là. On est toujours en train de parler des success stories, tout le monde parle des réussites et tout. Personne parle de la réalité. J'ai une question pour toi. C'est quoi ton défi le plus dur que tu as su relever, en fait? C'est quoi l'étape où tu t'es dit, genre, waouh, ça c'était vraiment compliqué au niveau entrepreneur, hein. Ouais. C'est simple. C'est la bataille que j'ai menée avec moi-même. C'est le plus dur, en fait. C'est là-dedans. C'est même pas les projets, c'est même pas les gens. C'est là-dedans. Tu dois arriver à un stade où tu dois détruire certaines croyances. Tu dois changer tes habitudes pour pouvoir survivre. En fait, à un moment donné, à nouveau, je vous ai dit, moi, je faisais des trucs à l'arrache. Les gars, j'ai un budget prévisionnel. Les gens qui me connaissent d'avant se foutent de ma gueule. Avoir un budget prévisionnel, ça veut dire que tu anticipes une année à l'avance. Jamais de la vie, j'allais faire ça, mec. J'ai un Trello. Charouz, si tu nous écoutes, c'est vraiment lui qui m'a aidé à m'organiser. J'ai un Trello, on met les projets, etc. Il y a un Dropbox. Disons, j'étais pas organisé. Je te coupe vite fait. Ouais. Un Trello, au cas où, c'est un outil d'organisation qui permet justement d'avoir des petites cartes. Ça, d'ailleurs, c'est un nom spécifique que j'ai dit. C'est la méthode Kanban. Voilà, exact. Et ça te permet d'avoir des petites cartes qui sont assez utiles et du coup tu peux visualiser ce qui se passe sur le moment avec les différents projets, les différentes tâches. Juste comme ça, les jeux sont un peu... Mais en fait, le plus dur, c'est toi. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce qui est dur, c'est que tu te rends compte et tu sais que si tu veux survivre, tu vas devoir changer un truc qui est en toi. Tu vois? Dis-toi que genre... Ça, c'est réel, ça. Ça fait 30 ans que t'as fait comme ça. Tu sais cette phrase, ouais, on a toujours fait comme ça. Alors, mon frère, je te jure qu'à un moment donné, même si ça fait 30 ans que t'as fait comme ça, en gros, l'entrepreneuriat, à un moment donné, va te dire, frérot, si tu veux que... Viens, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et en fait, il va te dire, non, mais frère, si tu veux survivre, faut changer. Clair. Donc, tu dois changer certaines choses dont t'as tes habitudes. Et disons, le plus dur, c'est la bataille que tu mènes avec toi-même. C'est le mental, c'est être fort mentalement. Et souvent, les gens, ils abandonnent avant. Beaucoup de gens abandonnent, c'est juste ça. Mais tu penses du coup, la capacité à avoir pour être entrepreneur, c'est ça? C'est cet aspect-là ou il y a d'autres choses qui jouent un rôle? La résilience, tu veux dire? Ouais, la résilience, exactement. Alors, il y a un truc, en tout cas, ça c'est ma manière de faire, c'est ce que je disais à Gilles avant. En fait, moi, il y a un moment donné, durant ce développement, disons, cette phase d'entrepreneuriat du début jusqu'à maintenant, au début, j'essayais de tout contrôler. En fait, à un moment donné, tu te dis, si je veux réussir comme entrepreneur, je dois tout contrôler. Je dois pouvoir tout gérer. Et en fait, à un moment donné, tu as besoin de thunes, tu as besoin d'argent. Du coup, tu penses à l'argent. Dis-toi que là, tu as fait un budget prévisionnel. Et d'un seul coup, tu regardes, tu vois qu'à la fin du mois, t'es dans la merde. Genre, t'as plus 3 mois d'avance. T'as 10 jours d'avance. Genre, dans 10 jours,
c'est banqueroute, c'est ciao. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je stressais, que j'étais anxieux ou que je paniquais au niveau de l'argent, que j'essayais d'aller trouver de l'argent quelque part et tout, ça marchait jamais. Et à un moment donné, ça après coup, c'est ma manière de fonctionner et pour le moment ça marche, je touche du bois. C'était cet aspect spirituel où en fait tu te dis, écoute, moi je crois en l'univers, pensée positive, tout ça. Et à chaque fois que j'ai lâché prise, je me suis dit, allez, de toute façon, l'univers, Dieu, peu importe, le gars qui est là-bas en haut, il y a un truc qui va se passer et puis ça va s'arranger. À chaque fois, ça s'est arrangé. À chaque fois, en fait, où j'ai lâché prise, où je me suis dit, ça ira bien. Inconsciemment, je pense que je me suis comporté, moi, d'une certaine manière, donc d'une autre manière que quand t'es paniqué. Et inconsciemment, tu as attiré des gens ou des projets qui font que, du coup, ça te sauve la vie. Et c'est ça que j'essaie des fois d'expliquer aux gens qui ont vu Le Secret, où Le Secret, c'est juste un documentaire sur la loi de l'attraction. La pensée positive, en fait, c'est pas juste penser positivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu penses positivement, la différence que ça va amener, c'est que quand tu es dans un carrefour, tu es en train de marcher peinard, tu es dans un carrefour, en fait, parce que tu es en train de penser positivement, tu vas aller à droite. Mais alors que peut-être tu es en train de penser négativement ou tu n'avais pas de pensée du tout, tu vas à gauche. C'est ça la différence. C'est qu'en fait, quand tu es en mode pensée positive, tu vas simplement inconsciemment te comporter d'une autre manière, mais tu t'en rends pas compte, qui va en fin de compte t'amener à des opportunités, des choses qui vont t'arriver, des rencontres que tu n'aurais juste pas fait si tu n'avais pas ce mindset. C'est tout. C'est pas de la magie. C'est pas genre je pense positivement puis je vais être millionnaire. Une voiture, quoi. Non, c'est pas ça en fait. C'est juste que c'est ton comportement qui va changer. Et c'est ça, et je pense, et c'est pour ça que maintenant je me mets justement, je fais beaucoup de mentoring, de coaching et tout. C'est que moi maintenant j'ai la capacité, j'essaye en fait d'être là pour les gens avant qu'ils se lancent. En gros, moi je peux discuter avec toi, c'est comme un banquier. Tu vas lui présenter ton business plan, et tout, puis le gars il va te dire, écoute, ton projet il va marcher ou pas. Tu sais? Ouais, mais dans ce cas de figure, tu peux aussi briser des rêves, tu vois. Par exemple, toi, si quelqu'un t'avait vu à l'ancienne avant que tu te lances et puis qu'il t'a dit, vas-y, viens, tu sais quoi, t'es pas fait pour ça, t'aurais jamais créé tout ça, tu vois. Alors qu'on soit d'accord, je vais pas te dire, t'es pas fait pour ça. Ouais. Quoique j'ai un pote, alors ça c'est anecdote véridique, hein, je te jure. Alors, si tu nous écoutes, mais lui, je me rappelle, il a vraiment un gros parcours, il était directeur de société et tout. Et à un moment donné, il a voulu se lancer comme consultant. Moi, j'ai beaucoup moi, en fait, lui, c'est différent, disons, je le connaissais depuis 3-4 ans, on a beaucoup bossé ensemble et tout, mais je le connais très bien. Et en fait, il est venu ici pour que je l'aide dans sa stratégie et tout. Et à un moment donné, je lui ai dit, frérot, je te connais, je sais comment tu bosses. Moi, je sais, je te le dis, c'est pas fait pour toi. Et attention, et c'est ça qui est important et que les gens se rendent pas compte, je lui dis, t'es pas fait pour être entrepreneur, t'es fait pour être intrapreneur. Et ça, on n'en parle pas assez. Il faut savoir, il y a 2 types de personnes. T'as les entrepreneurs, c'est des indépendants, des gens qui s'autogèrent, qui sont capables de s'autogérer. Les intrapreneurs, c'est juste des entrepreneurs qui sont vachement bons, mais en entreprise. En fait, ils sont libres dans une entreprise. Donc, en fait, c'est des cadres, c'est des gens qui ont cette fibre d'entrepreneur, mais en entreprise. Parce qu'ils ont besoin juste de cette sécurité, en fait, pour développer leur plein potentiel. Et mon pote, je savais que c'était un intrapreneur. Okay. Je lui dis, mec, toi, t'es comme ça. Parce que je l'ai vu dans ses anciennes où il bossait avant, il est vachement bon du moment qu'il doit gérer une boîte pour quelqu'un d'autre. En gros, c'est des gens, les intrapreneurs, c'est en gros, t'as un propriétaire d'entreprise qui va te donner les clés de sa boîte, il va dire, frère, voilà la boîte, je suis le propriétaire, mais toi, t'es le CIO. C'est toi, tu gères la boîte. Je te donne un salaire, mais gère la boîte. Ça, c'est un intrapreneur. Un entrepreneur, t'as pas de filet. En fait, c'est comme au cirque, les gars qui font l'équilibre. Les trapézistes. Non, je sais plus comment. Normalement, t'as un filet. Dis-toi qu'un entrepreneur, il n'y a pas de filet. Un intrapreneur, il y a le filet. Parce qu'en fait, c'est le proprio qui te donne. Le filet de sécu. Le filet de sécu, c'est le conseil d'administration. Je vois le délire.
Parce qu'en fin de compte, que la boîte, elle marche ou pas, toi, tu reçois ton salaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut plus parler de l'intrapreneur. Et je pense qu'en fait, il y a plein de gens, vu qu'ils savent pas que ça existe, ils pensent qu'ils sont faits pour être entrepreneurs. Mais peut-être, en fait, t'es bon pour être intrapreneur. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est que c'est ça qu'il faut essayer de se rendre compte et se dire, OK, en fait, est-ce que je suis vraiment fait pour être entrepreneur ou plus j'ai cette fibre d'être indépendant, de développer des trucs, mais en société, dans une entreprise. Ok. Pour revenir à ta remarque, tu sais, tu as dit le fait que je coach ou je mentor les gens, que j'ai pas peur justement de briser finalement un rêve d'une personne d'être entrepreneur. Mon but, c'est pas de venir briser un rêve, dans le sens, c'est qu'il faut comprendre que la problématique, c'est que maintenant, entrepreneur, vu que c'est devenu un truc à la mode, ou que genre tout le monde veut faire ça, en fait, c'est comme à notre époque où c'était, oui, je veux devenir acteur, ou je veux devenir footballeur. Tu vois? Et en fait, le truc, il y a un moment donné, c'est avec les questions que je vais poser à la personne, je vais juste me rendre compte, est-ce que c'est juste un rêve comme ça? Tu vois, en fait, en fait, moi, mon but, c'est de me rendre compte, c'est est-ce que le gars, il est prêt à se jeter dans la boue et à charbonner? Est-ce que mentalement, c'est presque un test, pas test psychologique, mais est-ce que mentalement, t'es prêt à faire ça? T'es prêt à faire les sacrifices qu'il faut ou pas? Donc, en vrai, je brise pas des rêves. Limite, je lui fais gagner 5 ans de sa vie et de l'argent. 5 ans, j'abuse, mais disons, je vais pas juste dire comme ça au bol, t'es pas fait. Parce que surtout que moi, j'ai une devise, c'est essaye. Moi, je suis là, essayez. Bah oui. Mais moi, mon but, c'est de vous dire, essayez en conséquence de cause. Donc, par exemple, à la fin de l'interview, tu lui montres en gros qui il est, c'est ça? Donc, tu lui révèles sa personne. C'est ça. Par exemple, j'ai déjà fait ça avec lui. C'est un mind mapping et tout. Et c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des techniques, tu poses sur un tableau et tout. La personne se rend compte de plus de choses. Et surtout, moi, durant cette séance-là, en fait, je vais plus me rendre compte qu'est-ce que réellement la personne a envie de faire. Tu vois? Parce que souvent, d'un coup, la personne elle se rend compte qu'en fait, elle aimerait plus partir sur ce chemin-là ou un autre, tu vois. Donc, disons, c'est à chaque fois, on se marre parce que je lui dis, j'ai fait, je pense, une majorité des erreurs qu'il y avait à faire, je les ai faites. Moi, j'ai testé des business depuis l'âge de 16 ans, mec. J'ai commencé à acheter des chaussures en Chine. Il n'y avait même pas encore AliExpress et tout ça. Et je vendais des chaussures, des requins, à l'époque, c'était des Nike TN, ici, mec. Ça venait de Chine. Donc, j'ai des tests, j'en ai testé des trucs pyramidales, j'ai testé tout. J'ai perdu de la thune, j'ai tout testé. J'ai fait toutes les erreurs possibles, disons même en tant qu'entrepreneur. Voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens, des coachs, des médecins pour m'aider. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire faux, j'ai fait faux. Et ce que je lui dis, c'est que moi, mon but maintenant, c'est de donner les raccourcis. Et en fait, nous, on se marre parce que je lui dis, toi, t'as la chance d'avoir un Viam dans ta vie. Du coup, t'as la chance d'avoir des raccourcis. Ayez un Viam dans votre vie. Je pense qu'il faut faire ça, un hashtag, mec. Ayez un Viam dans votre vie. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est de vous faire gagner du temps. Moi, là, ça fait 6 ans. Et ça m'a pris, et pour te dire, les gens, ils savent pas forcément ça. Mais moi, j'ai eu mon premier appart tout seul à 32 ans. Soyez patient. En février 2019. On est en 2021. Avant ça, je vivais chez mes parents. Bon, après, c'est dans notre culture aussi. Voilà, c'est pas grave et tout. Mais moi, je voulais développer ma boîte. Donc, eux, ils m'ont soutenu. Et je les remercierai jamais assez. Mais je m'en foutais, en fait, d'avoir 32 piges et vivre chez mes parents. Moi, j'étais en train de construire un truc. Mais entre le moment où j'ai commencé à construire... Dis-toi, si on prend le moment où je suis allé au chômage, octobre 2014... février 2019, il s'est passé 3 ans. Il a fallu 3 ans pour que je gagne assez pour pouvoir me payer un appart. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça va chez toi, pour toi?
ou plutôt pour l'entreprise? Ouais, ça va. Disons, je suis toujours pas millionnaire, mais ça va venir l'année prochaine, les gars. Mais disons, oui, ça va. Et en fait, cette expérience-là m'a aussi appris que, en fait, on peut vivre avec vachement peu. Et en fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Mais en fait, tu peux vivre bien avec peu. Et oui, là, ça va. Mais disons, c'est pas pour autant que je bosse pas 12 heures par jour des fois. Disons, il faut continuer à bosser, quoi. Là, je suis pas encore au stade où je suis propriétaire de boîte et puis j'ai des gens qui bossent pour moi et puis je bois des cocktails, quoi. On arrive gentiment un peu à la fin du podcast. Moi, j'ai un peu une dernière question. Allez, pour clôturer le tout. C'est quoi un petit peu ton projet phare, en gros, ton projet favori, dans lequel tu te souviens, t'as dit, t'as vécu la meilleure expérience. Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, t'es arrivé dans ta boîte, t'as eu un projet et t'as kiffé de le faire. Est-ce que t'as un projet qui te vient en tête? C'est sûr. Ouais, en plus, tu sais lequel c'est, je crois. En fait, le meilleur projet que j'ai eu, et franchement, j'ai vraiment kiffé, c'est quand j'ai eu la chance de collaborer avec McDonald's pour la Coupe du Monde 2018. Et ça, mon frère, c'était de la balle. On l'applaudit. Franchement. Et en fait, vous pouvez aller voir le projet en fait sur mon site, woodjoot.ch. Mais en gros, en fait, pour la Coupe du Monde, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dessiné vraiment. D'ailleurs, c'est mon pote Romain qui habite à Lyon qui avait fait ça. C'est un artiste de malade, genre vraiment aller. Je confirme. C'est vraiment un artiste de malade. C'est lui qui fait tous mes logos. Genre, c'est un artiste. Moi, je l'appelle Dieu. Vraiment, tellement qu'il est bon. En fait, pour chaque pays, on a dessiné un personnage. Et les personnages, ça ressemblait à des burgers ou des frites ou des nuggets. Et en fait, on avait trouvé un jeu de mots pour chaque pays. À la place de l'appeler, je sais pas, Brésil, on avait appelé un autre mot. Et pour te dire, l'anecdote, c'est qu'en fait, avec mon pote Charouz, en fait, on était posés. Puis à l'époque, au McDo, t'avais les share buckets. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un peu ces boîtes où t'avais les gros trucs là? Ouais, les gros trucs, t'avais les wings, des nuggets, ouais. les crevettes là mélangées. Puis il me fait, mec, pour l'Arabie Saoudite, on peut l'appeler les share buckets. Les share, mais S-H-E-I-K. H. Voilà. Yeah. Puis du coup, je fais, ah ouais, c'est une pure idée. Puis on s'est dit, viens, on fait ça pour tous les pays. Okay. Et en fait, on est parti sur ce délire-là. Et ça, meilleur projet. Je pense que les gens vont quand même se demander, comment t'as fait pour avoir McDo? Alors, c'était le plus gros hold-up de l'histoire. J'ai écrit un DM sur Instagram. Au calme. En fait, je leur ai dit, ouais, en fait, je trouve ça serait cool qu'on fasse une collab ensemble. Puis en fait, j'ai juste écrit ça. Où est-ce que je pourrais envoyer mon kit média? En fait, un kit média, c'est où tu présentes en fait ton média, ou si t'es un influenceur, tes chiffres, etc., tes stats. Puis j'ai juste écrit ça en fait, à McDonald's Suisse. C'est vraiment McDo, tu les as eu à l'audace. Le meilleur slogan au monde. Nike, just do it. Franchement, c'est vraiment ça. Fais-le. Vraiment, suivez le slogan de Nike. Just do it. Faites-le. En fait, faites juste. Dites-vous, au pire, ils vont dire non. C'est tout. Je pense que c'est une magnifique conclusion. Hein. Je sais pas. Je pense que... Et je comprends pas pourquoi les gens ils font pas. Genre, faites juste, quoi. Essaye. Faites. On soit d'accord, hein, les enfants, essayez pas tout. Genre, la drogue, tout ça. Il y a pas besoin d'essayer pour savoir si c'est bien ou pas. Disons. Et on est dans un contexte entrepreneur, voilà. Business, travail, argent. Mais oui, effectivement. Mais disons, essayez. Et en fait, moi, je dis toujours... Moi, en fait, j'ai une règle. Peut-être ça peut vous aider. Sur la prise de décision et les choix. Je me dis toujours, la manière dont je fais mes choix, je me dis, est-ce que sur mon lit de mort, je vais le regretter ou pas? Et en fait, je fais mon choix, que ça soit même les risques que je prends, parce que je prends plein de risques dans le business, ou peu importe, je me dis, est-ce que un jour, je vais me dire, putain, j'aurais dû essayer. Et en fait, mon but, en fait, dans ma vie, c'est juste, en fait, enlever ces trucs. En fait, je veux me dire, je teste, j'ai essayé, ça n'a pas marché, pas de souci, next. Et en fait, mon but, c'est ça. J'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort à la fin et me rappeler quand j'avais 34 ans et me dire, dans la force de l'âge. Putain, j'aurais dû ce jour-là lui dire oui et juste essayer. J'ai pas envie. Et en fait, du coup, je fais mes choix comme ça. Très bon. Franchement, je suis très content d'avoir pu passer ce moment avec toi, avec mon très cher co-host.
C'était un honneur. Vous avez pas beaucoup parlé, les gars, je suis désolé. Ah, mais c'est Non, mais aujourd'hui, t'avais la lumière sur toi. franchement, C'est toi le guest. J'ai En tout 3 cas, lumières, techniquement. merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Hein. Mais avec Et puis plaisir. j'espère que ça va servir parce que c'est ça le but de ce qu'on fait. Hein. Motivate. Et puis rassembler, quoi. Inspiré. T'as un dernier mot pour les jeunes, pour le peuple? Just do it.